Bonjour et merci de votre présence parmi nous. Bienvenue sur cette deuxième journée de salon professionnel. J'espère que la matinée a déjà très bien démarré pour vous. On va enchaîner ensemble jusqu'à midi pour une nouvelle table ronde pour laquelle j'appelle à mes côtés Sophie Souhaité et Estelle Pénin. Bienvenue mesdames. On va laisser les personnes entrer, qu'elles puissent profiter également. Waouh, c'est quand même très impressionnant là. Merci vraiment de votre présence. Cette table ronde s'intitule « Empowerment des femmes, rompre avec le syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice, faire voler en éclats les peurs et les freins, identifier sa singularité, retrouver confiance en soi et réussir son changement de vie professionnelle. » Mesdames, merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de tout ça. Je vous propose que pendant à peu près 1h15 maintenant, nous explorions ces enjeux, cette thématique, cette période de vie que l'on est amené à traverser, souvent bien contre notre gré, parfois même en l'ayant souhaité, mais derrière il faut traverser beaucoup de choses. Et puis pour que l'on puisse découvrir ces voyages de vie et échanger ensemble autour de ça. J'essaierai de garder un petit moment pour vous, si vous avez des questions, pour que vous puissiez leur en poser, puisqu'elles sont venues spécialement pour pouvoir partager ce moment avec nous toutes, et peut-être tous s'il y a des hommes. Il y en avait, mais là je ne sais pas. Estelle, Sophie, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais peut-être quand même faire une petite présentation de vous. Estelle, tu es autrice, artiste au féminin. Tu es conférencière et toi, tu aimes inviter à la réflexion sur la relation à soi et à l'autre, sur la société en pleine mutation pour un tournant écologique, pour que l'avenir de nos enfants soit possible. Donc, on va parler de transmission à un moment. Sophie, alors aujourd'hui, tu es conférencière et coach professionnelle, énergéticienne, coach de l'identité. Tu as travaillé en entreprise pendant de nombreuses années, à très haut poste. On va être amené à en parler. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va rentrer dans le vif du sujet, tant qu'à faire. Et au fur et à mesure de cette heure que l'on va partager, on déroulera vos expériences et vos histoires et ce que vous avez à nous transmettre, justement. Sophie, moi, quand je t'ai parlé de ce syndrome de l'imposteur et de ce en quoi ça pouvait, comment ça pouvait résonner en toi, tu m'as spontanément répondu « Moi, j'ai cru que j'étais une imposture incarnée jusqu'à ce que je devienne maman. » Et en plus, tu n'es pas devenue maman tout de suite. Ce qui signifie que toute ta première partie de vie professionnelle, alors que tu évoluais d'une manière superbe sur le papier, toi, à l'intérieur de toi, tu avais ce sentiment d'imposture. Oui, oui, oui. Je suis née, je pense, avec cette faille, cette impossibilité à m'ancrer. Une seule fille dans une famille élevée par mon père avec des frères, peut-être que ça a joué, dans un pays étranger. Et puis j'ai toujours eu envie de montrer que j'étais capable de faire les choses. Donc j'en rajoutais en permanence. Quand j'étais petite, je surjouais la petite fille modèle. Je faisais la cuisine, je faisais plaisir à mon père, etc. Donc j'ai fait des études que mon père voulait. Je suis rentrée dans une grande entreprise comme il le voulait. Et j'ai fait un parcours en entreprise où, en fait, c'était pareil. J'étais tout le temps à bloc, travaillant nuit et jour. Alors oui, j'ai eu une belle carrière dans cette entreprise que je remercie parce que ça m'a appris plein de choses. C'était quoi tes postes à ce moment-là? Alors j'ai commencé comme directrice de secteur. C'était en fait une entreprise de travail temporaire. Donc en plus, le secteur, il faut voir que c'était à l'époque en 85. Je ne sais pas si certains de vous connaissent. Le secteur du travail temporaire, c'était pas très glorieux à cette époque-là. C'était des gens qui donnaient du travail à des personnes sans qualification. Donc, c'était pas très glorieux. Donc, je suis rentrée en plus, voulant travailler très vite et prendre mon indépendance quand même très vite, dans un secteur d'activité qui n'était pas glorieux du tout à l'époque.
Et j'ai travaillé pour gagner la reconnaissance de mon patron, pour gagner des grades. Donc j'ai commencé comme directrice de secteur, ça veut dire faire du commercial, hein, avoir des clients, former des commerciaux, développer des agences. À l'époque, on ouvrait une agence toutes les semaines dans cette entreprise. Et puis ensuite, j'ai travaillé l'entreprise s'est développée en Europe et à l'international, donc j'ai eu un petit peu de chance, mais là aussi je me suis dit non, enfin c'est pas pour moi, mais j'y suis quand même allée, donc il y a quand même quelque chose au fond de moi qui me disait que c'était l'occasion. J'ai participé au développement international de l'entreprise, donc j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Afrique, partout, et là petit à petit on m'a donné la responsabilité de directrice des implantations, donc en fait je participais à toutes les implantations internationales et directrice des ressources humaines du groupe. Donc là, en effet, voilà, beau titre, voilà, des voyages en business, tout ça, c'était merveilleux. Mais toujours avec ce truc, c'est pas moi, je suis pas cette personne-là. Ça, c'est une espèce de façade. Au fond de moi, j'étais pas très heureuse. J'étais tout le temps dans les avions. Et puis ce que je disais, ça sonnait pas à 100%. J'avais l'impression d'être un peu une actrice d'un film qui n'était pas vraiment ma vie, en fait. Et malgré ça, les années s'enchaînent. Oui. Et parce que toi, ce syndrome de l'impostrice, tu le traduis notamment d'une manière que l'on n'attend pas forcément. Tu es dans cette boulimie de travail, c'est un peu ça. Parce que toi, tu m'as dit, je m'interdisais d'être maman. Qui étais-je moi pour devenir maman? Toi, ce syndrome de l'impostrice, ça allait là-dessus. Oui. Oui. Non, je me disais, mais j'y arriverai pas, mais je ne peux pas, moi, donner la vie j'arrive déjà pas à gérer la mienne, donc c'était impossible. Et tant et si bien que, effectivement, j'ai attendu d'avoir 42 ans pour être maman. Oui, on reviendra là-dessus. Voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, on parle du professionnel. La vie, c'est un tout. Et finalement, ce syndrome, ce qui est important, c'est de voir qu'il peut s'exprimer de différentes manières sur différentes facettes de nous. On viendra après à ce qui t'a permis de dépasser ce syndrome à ce moment-là. Toi, Estelle, quand pareil, je t'ai téléphoné pour qu'on prépare et que je t'ai parlé de ce syndrome, tu m'as dit, mais ce syndrome de l'imposteur, de l'imposture, de l'impostrice, c'est toute ma vie. Bonsoir, mesdames. Bien oui, c'est toute ma vie. Je suis née désirée garçon, déjà dans le ventre de maman. J'étais l'impostrice puisque je n'étais pas ce que mes parents attendaient. J'ai découvert les travaux du docteur Claude Imbert, c'est une femme, Claude. Et cette femme m'a bouleversée parce qu'elle a fait des travaux qui ont révolutionné la psychologie du fœtus et qui a dit que le fœtus est capable de mettre en place tout un processus avec un langage qui n'est pas celui des adultes, bien entendu, mais qui est celui des émotions déjà. Et donc, quelle ne fut ma surprise quand j'ai appris que lorsque nous ne sommes pas désirés pour qui nous sommes, nous développons quelque chose de l'ordre. Pour exister, puisqu'on ne m'accepte pas tel que je suis, je vais devoir prouver que je mérite cette place. Alors évidemment, ça je vous le dis aujourd'hui, hein, et pendant des années, j'étais en errance, parce que justement, je me sentais tout le temps impostrice de manière inconsciente, à tel point que j'ai erré de travail en travail. J'ai fait comme Sophie. J'ai voulu plaire à mes parents parce qu'un enfant, c'est tout naturel, il veut plaire à ses parents. Donc vous vouliez un garçon, eh bien je me suis comportée comme un garçon. Et j'ai eu des jeux de garçons. Comment ça se traduit, ça? Ça se traduit qu'inconsciemment, il y a une force en moi qui s'est développée, très yang, très masculine. Et donc déjà dans la cour d'école, je ne suis pas en train de jouer à la poupée avec mes copines. Pas que ça ne me plaise pas, mais je suis plus attirée par les jeux de garçons. Jouer à l'épieu avec ma sœur, construire des cabanes, être un peu en compétition, gagner, être la meilleure, enfin avoir envie d'être la meilleure en tout cas. Et après, ça se traduit aussi avec les dîners de filles où je ne me sens pas forcément à ma place parce qu'il y a beaucoup de critiques sur les hommes et moi, je ne me sens pas dans ce truc-là. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, je me sens plus dans quelque chose qui rassemble, en fait. Et déjà, à l'école, je jouais à un jeu que j'adorais, qui est rigolo, qui était, j'étais le curé, quoi. J'étais un curé.
et je mariais mes copains, copines. Et je trouvais ça trop beau. Bon, voilà. Mais j'étais jamais la mariée. Bah non, hein, c'était jamais la mariée. J'étais celle qui mariait les autres. Donc bon, ça c'était pour le petit clin d'œil. Mais dans le côté impostrice, impostrice, oui, voilà, oui. Ça a continué après avec le monde du travail. Je me suis cherchée pendant très longtemps. Qu'est-ce que tu as fait quand tu rentres dans la vie active? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Alors, bon, je ne parle pas des premiers jobs, hein, c'est des jobs d'étudiants, choses comme ça, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Ce que je sais juste, c'est que déjà petite, je jouais aux marionnettes, j'écrivais, je faisais des rédactions à des élèves imaginaires, et je passais des journées entières. Ma mère me disait, tu étais enfermée dans ta chambre, j'étais dans mon monde, et j'écrivais des rédactions, et après je les corrigeais, puis après je prenais la place de la maîtresse, etc. Et c'est marrant parce que je me dis, les parents, ils ne voient pas toujours tout. Mais s'ils avaient vu ça, ils auraient su très rapidement que c'était ce qu'il fallait que je fasse, il fallait que j'écrive. Mais bon, pour moi, je venais d'un milieu ouvrier, un milieu où il faut se battre pour exister. J'étais tout à fait formatée à des réflexions intellectuelles, donc trayant l'analyse, gagner, la performance. Donc être artiste, c'était vraiment pas quelque chose qu'il y avait dans ma lignée, dans ma famille. Oui, tu m'as dit que c'était même, excuse-moi, que c'était, en fait, ça avait tout le poids de la superficialité. Si tu partais dans ce côté artistique, c'était quelque chose qui n'était pas possible de proposer. Trop, c'était dans une famille où effectivement, il fallait être dans l'intellectualisation, la conceptualisation, que c'est aussi quelque chose dans lequel tu te retrouvais. Et résultat, le côté artistique, c'était pas pour toi. Non, enfin, et encore j'ai de la chance parce que ma mère m'a fait faire le conservatoire de musique, donc j'ai pu développer quand même des compétences grâce à elle. Mais disons qu'il y avait toujours, voilà, pour gagner ta vie, c'est pas en étant artiste, hein, c'est banal de dire ça, mais il y en a beaucoup qui ont vécu ça. Et puis c'était pas reconnu intellectuellement, ça va pas, voilà, bon, tu vas pas changer le monde en étant artiste. Enfin, voilà, c'est ce que en tout cas moi j'ai retenu. Et quand j'ai commencé à travailler dans le monde, disons, professionnel en entreprise, j'ai eu plein de boulots qui ne m'ont absolument pas plu. Tout le monde était à crier, à vouloir le CDI. Et moi, je détestais signer un CDI. J'ai signé 2 CDI dans ma vie. Les 2, la première, c'est moi qui suis partie pour harcèlement. Donc j'ai réussi à partir... voilà, parce que j'en pouvais plus. Et la deuxième, c'est moi qui ai décidé de partir parce qu'on me donnait pas de possibilité d'émancipation et que moi j'étais très malheureuse. Par contre, tous les autres boulots que j'avais, c'était des CDD et tout le monde me disait mais comment tu fais tout ça, toujours dans cette insécurité. Alors c'est vrai que pour une anxieuse, c'était bizarre, mais j'étais jamais aussi heureuse que de savoir que j'allais rebondir puisque j'avais pas trouvé ma voie en fait tout simplement. Alors je faisais la promotion essentiellement d'artistes justement. Je les mettais en lumière, en valeur, donc soit dans la communication, soit en organisant des événements, des concerts, des choses comme ça. Tu tournais autour de ce qui te plaisait le plus, de ce qui te faisait vibrer. Voilà, exactement, je tournais. Mais j'aimais ça, attention, il y a eu des phases où j'aimais ça, c'est-à-dire j'ai toujours aimé, toujours, depuis toute petite avec cette histoire de curé, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose qui me fait vibrer profondément et qui peut même me faire pleurer, c'est quand je vois la chenille devenir un papillon, c'est-à-dire des amis, des gens que je connais, des femmes, des hommes, qui s'émancipent et qui trouvent leur voie. Alors, autant il y en a, ça les rend jaloux parce qu'ils sont envieux, autant moi, ça me transcende, ça me crée de la joie. Voilà, je ne peux pas dire, j'adore ça. Donc, ce n'était pas un travail, difficile. Simplement, il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas avoir cette place-là parce que je n'étais pas de ce milieu-là et que c'était l'impostrice qui revenait. Ce n'est pas ma place. Sur ce chemin-là, justement, de trouver sa place et pour cela faire sauter ce syndrome et faire voler en éclats les freins, il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que vous ne vous connaissiez pas jusqu'à il y a un quart d'heure, mais que vous partagez et que j'avais envie de souligner parce que cela concerne notamment le regard des autres. Souvent, on en parle avec le poids négatif que ça peut apporter parce que ça renferme encore plus. Et en même temps, dans ce que vous m'avez raconté, chacune, c'est malgré tout aussi, à travers le regard des autres, une rencontre qui vous a permis aussi, sur ce chemin de j'y vais, pas à pas, je trouve ma place, de vous émanciper, de vous affranchir. Toi, Sophie, tu m'as dit, c'est la rencontre avec celui qui allait devenir le papa de tes enfants. Tu avais 40 ans ou, en tout cas, c'est lui
tu avais fait tout ton chemin professionnel, tu t'étais dit que ça n'était pas accessible pour toi, renoncé d'une certaine manière. Et lui, tu m'as dit, il m'a montré ce que je ne croyais pas être. Il t'a dit, tu es faite pour ça, en parlant d'être maman. Avant, j'ai envie de rebondir un petit peu vas-y, avec plaisir. Ce qu'Estelle a dit. En fait, finalement, elle était une intérimaire professionnelle, hein, quelque part. Mais bien le micro. Elle changeait de job parce que c'était OK pour elle. Bon, moi, dans cette entreprise, j'ai changé beaucoup de jobs. Hein, donc, j'étais un peu dans cette logique-là aussi, de me dire, bon, bah, j'essaye ça, j'y vais pas vraiment complètement non plus, et je passe à autre chose. Et puis, j'ai cru quand même pas mal des choses qu'on m'a racontées quand j'étais petite. J'étais dans une famille très masculine, très ingénieure, très grandes écoles. Et donc, moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais pas perçue comme étant très brillante par la famille. Donc, j'y ai vraiment cru. J'ai cru que c'était vrai. Et pour moi, rentrer dans une entreprise de travail temporaire, c'était juste bien, parce que ce n'était pas très glorieux, mais je pouvais commencer à travailler jeune. Donc il y avait une espèce de compromis, ça m'allait très très bien. Alors oui, des personnes dans ma vie, il y en a eu plein en fait, hein, qui m'ont ouvert. Heureusement. Mais effectivement, oui, et je pense que d'ailleurs, dans cette entreprise dans laquelle j'ai grandi, il y a eu des personnes formidables qui m'ont quand même fait confiance. Oui, cette rencontre complètement improbable à un moment pas terrible de ma vie avec celui qui allait devenir le père de mes enfants. Et on est vraiment très très différents, on était très différents, mais vraiment il m'a regardé, il m'a dit mais juste qu'est-ce que tu fous quoi? C'est quoi ce truc que tu vas pas être maman? C'est quoi? J'imagine pas, on se connaissait, on s'est rencontrés, j'avais 36 ou 37 ans, je sais plus. Et là ça a commencé à faire, là je me suis dit mais s'il me le dit quand même il y a peut-être un truc qui est vrai là-dedans. Et bon, je vous passe les détails, il y a eu des tentatives et comme j'étais bien ancrée dans le fait que j'étais pas capable d'être maman, bah ça n'a pas marché, évidemment, ça n'a pas marché tout de suite, jusqu'au moment où 41 ans passent, les compteurs sont quand même, je suis vieille pour être maman, les médecins me disent oh là là, vous, ça va être compliqué. Donc je lâche prise, comme on dit. Je me dis, bah non, ça, tant pis, c'est pas pour moi. Je lâche tout. Je me dis, c'est pas grave, on fera autrement. On a même pensé à aller adopter. Et évidemment, c'est à ce moment-là, avec cet homme-là, au moment où j'ai absolument lâché, parce qu'on en a fait des tentatives, hein, du coup, que j'ai été maman, et en plus, maman de jumeaux. Ah ouais, il fallait ça pour me dire, mais t'as vu? Ce que la vie t'envoie, c'est quand même un... Bon, 42 ans, maman de jumeaux. Et voilà, donc là, en fait, il y a toutes ces croyances qui volent en éclats. On ne croit plus du tout en toute cette construction qu'on s'était faite. J'étais assez fière. Ouais, je crois qu'à peu près pour la première fois de ma vie, j'étais assez fière en fait. J'étais assez fière en me disant wow, quand même là, c'est impressionnant. Hein, vous avez sûrement vu des mamans de jumeaux, mais moi je suis pas très grande, donc j'étais très volumineuse. Et évidemment, dans ces cas-là, on rencontre exactement le gynéco-obstétricien qui va bien et il m'a donné une confiance absolument incroyable en moi. Tout ça s'est hyper bien passé. Et donc, je crois que c'est la première fois où je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi. Je lâche les barrières et je fais confiance au processus. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Et ensuite, il s'est passé, voilà, ma vie a vraiment changé. Mais donc voilà, c'est vraiment une bascule que je pensais pas du tout possible. Et vraiment, la leçon a été... c'est multiplié par 2, quoi. Ça a été puissance 10 pour moi. Ouais. Oui, on verra justement après ce qu'un élément peut déclencher dans la vie et comment on peut derrière cheminer. Une fois qu'on a fait voler en éclats le plus gros frein, il y en a toujours, mais on poursuit
sa route. Toi, Estelle, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ce que Sophie vient de nous expliquer et justement par rapport à la rencontre. Toi, en fait, c'est dans une des rencontres que tu as faites, c'est cet homme qui t'a dit, c'est lui qui m'a montré ce que je ne croyais pas être. Et qui t'a renvoyé une image de toi qui rendait accessible aussi le fait que tu pouvais vivre ce que tu aimais voir vivre chez les autres, mais que ça pouvait être à portée de main pour toi aussi. Alors, pardon, est-ce que tu parles de... Parce que comme j'ai eu plusieurs rencontres un peu déterminantes... À New York. Ah oui, à New York, voilà, c'est ça. Et effectivement, quand je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise où je sentais qu'on me coupait les ailes, j'étais déjà créative et on me voulait productive. Et moi, ce n'était pas possible. J'avais tellement de choses à dire et on m'empêchait parce que j'étais que l'assistante du rédacteur en chef. Je n'étais pas censée avoir des idées. Alors moi, je donnais mes idées et voilà, c'était les autres qui les utilisaient. Donc c'est assez frustrant. Donc j'ai décidé un jour de tout quitter. J'en avais ras-le-bol. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Et j'avais besoin de partir loin. Et je n'ai pas choisi c'est le plus excitant. Enfin, pour moi, c'était le plus excitant et en même temps, pas facile de partir à New York, qui est quand même une ville extraordinaire, mais où on peut se sentir aussi une grande solitude quand on connaît personne et qu'on arrive comme ça à l'aventure. Je suis partie vraiment ras-le-bol, quoi, ras-le-bol. Mais voilà, il y a pas de. Moi, je ne crois plus au hasard. Je crois aux synchronicités. Ça faisait 15 jours que j'étais là-bas. J'étais dans un bar en bas de New York. Et je suis rentrée, j'ai vu un homme qui m'a regardée, mais pas regardée pour draguer, quoi. Draguer, une reconnaissance d'âme. Moi, j'appelle ça une reconnaissance d'âme. C'est-à-dire, on ne se connaît pas et on a l'impression de s'être toujours connu. Il me dit un truc en espagnol, mais j'ai l'impression qu'il vient de me dire une phrase que j'ai dit. Bon, c'est le côté un peu magique, moi j'adore ce genre de choses. Et donc, on se capte. Et cet homme, en fait, c'était un ancien manager dans le monde de la musique, un manager de groupe de rock. Avec les tournées, la drogue, rock'n'roll, quoi, vraiment, quoi. Et cet homme me raconte un peu sa vie, et puis moi, ce côté un peu bohème, nomade, j'adore ça. Donc, on se trouve des points communs, mais surtout, le grand point commun que je ne connais pas encore à cette époque, c'est qu'il va me dire, et ça va être la première personne dans ma vie, j'ai 29 ans, qui va me regarder au-delà de la couverture du livre, qui va prendre le temps d'ouvrir les pages de mon livre, de mon histoire, et qui va vraiment voir que je ne suis pas ce que je suis. C'est-à-dire que moi-même, je ne me connais pas suffisamment encore. Je suis dans les masques, dans les façades, dans tout ce que j'empêche de vivre, c'est-à-dire la vulnérabilité qui est derrière. Je me suis construit toute une carapace pour pouvoir vivre dans ce monde-là, pensant que c'est le bon chemin. Et lui me montre que je suis un être spirituel. Alors autant vous dire qu'à l'époque, je suis cartésienne, pragmatique, je ne crois que ce que je vois, donc le mot spirituel me fait peur. Je ne sais pas ce que c'est, je suis très inquiète par rapport à tout ça. Et comment on réagit alors à ce moment-là, quand d'un seul coup on nous envoie quelque chose, on se dit waouh, ah bon? C'est-à-dire que je pense que les mots qu'il a dit ont résonné en moi suffisamment pour me dire c'est pas un fou, c'est pas un charlatan, c'est pas. De toute façon, j'ai mis 7 mois avant qu'il me fasse un premier soin énergétique. Bon, voilà, ça c'est dans l'histoire de mon année sur place. Parce que pendant 7 mois, je l'ai testé en tant qu'être humain pour voir si j'étais entre de bonnes mains. Mais je n'ai même pas eu besoin de tester, je dis ça, mais finalement, ça s'est fait tout seul. C'est quelqu'un qui avait fait un parcours et qui a été lui-même initié et qui venait d'un monde complètement rock'n'roll, quoi, et qui a travaillé sur lui, qui a été initié et qui est revenu à son métier d'origine, qui était travailler justement au laboratoire, mais sur des herbes, des choses comme ça, enfin bref. Et donc, il a été initié et il m'a montré que je n'étais pas un être rationnel uniquement, mais que j'avais toute une part spirituelle et que en fait, lui la voyait, moi je la voyais pas encore, et il allait me montrer qu'il y avait beaucoup de choses derrière. Et je pense que c'est grâce à lui, vraiment, que je me suis ouverte pour la première fois à ma vulnérabilité. Il y a un mot, moi, qui m'est venu encore quand on préparait et qui correspond toutes les deux à cette étape de votre vie, où en fait, c'est le fait de s'autoriser. S'autoriser à, tu viens de le dire, prendre conscience de ta vulnérabilité. Sophie en verra aussi s'autoriser à ce que tu as déclenché derrière. Comment tu le vis à ce moment-là? Est-ce que tu as conscience que tu t'autorises quelque chose de nouveau? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se traduit en toi? Alors, c'est-à-dire que quand il me dit que je suis un être spirituel, ça se traduit avec une grande joie. En fait, je me dis, ah, c'est pas ça la vie.
C'est pas ça, c'est pas ce qu'on a voulu me dire. Ce monde où je me sentais pas bien, le monde de la compétition, le monde de l'entreprise dans lequel moi, je me sentais pas bien du tout. J'essayais de faire comme tout le monde, d'être une prédatrice, mais j'avais pas ça en moi. Parce qu'il faut quand même avoir un minimum de prédation en soi. Enfin, moi, dans les entreprises, en tout cas, où je suis passée, c'est-à-dire pour pouvoir supporter certains types de relations que l'entreprise génère dans la pressurisation de ce qu'on est et pas forcément dans l'exploitation, entre guillemets, de notre plein potentiel. Ça, moi, j'en ai beaucoup souffert. Donc, je me disais, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Et là, j'avais face à moi quelqu'un qui me disait, tu n'as même pas encore idée du potentiel que tu as parce que tu ne le vois pas. Parce que tu es tellement dans tes constructions mentales que tu n'as pas encore eu l'occasion, d'ailleurs j'en ai la chair de poule là, de pouvoir l'expérimenter. Et en fait, il m'a ouvert une porte et je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est ce que je dois faire, quoi. C'est ce que je dois faire, je dois aller creuser. En tout cas, j'ai eu un appel, ça c'est sûr. Ce qui était d'autant plus puissant pour toi que par rapport, et on l'a compris, même à ton éducation et à ta construction, tu as grandi avec cette idée de il faut que je sois forte. Je ne sais pas ce que c'est que de demander de l'aide et il faut que j'avance comme ça. C'est d'autant plus bouleversant quand d'un seul coup tu te dis waouh, il y a peut-être une autre porte à ouvrir et peut-être qu'il faut que je me fasse accompagner, il faut peut-être que je fasse quelque chose, mais s'il y a un champ à découvrir, il faut que je change finalement mon champ de paradigme. Ah, c'est tellement juste, c'est ça en fait. Je crois que voilà, tu viens de me faire prendre conscience que je crois que c'est une des premières personnes qui m'a tendu la main, mais vraiment, pas superficiellement, qui était là pour moi. D'habitude, j'étais toujours le bureau des pleurs, moi, c'est-à-dire Mère Teresa qui écoute tout le monde, qui prend soin. Enfin, j'essayais de prendre soin des autres, mais surtout, j'avais une bonne oreille apparemment. Alors, ça m'a toujours plu d'écouter les gens, toujours. Mais le problème, c'est que quand c'est que dans un sens, au bout d'un moment, ça bloque. Et moi, c'était souvent que dans un sens. Enfin, c'est le ressenti que j'avais. Là, j'avais cet homme, en plus symboliquement un homme, puisque moi, j'avais vraiment quelque chose à régler avec l'homme, hein, que je trouvais vraiment dévastateur pour la planète, dans les rapports hiérarchiques. J'avais déjà un peu ce côté rebelle on ne nous laisse pas notre place, on ne veut pas m'entendre, on ne veut pas nous entendre, la parole des femmes n'a pas suffisamment de place. J'avais déjà ça. Donc c'est pour ça que j'ai quitté, par exemple, mon dernier emploi avant de partir à New York, en me disant « Ah, là-bas, c'est l'American Dream, là-bas, tout est possible. Donc si on ne veut pas m'entendre ici, peut-être que là-bas, je pourrais faire des choses que je ne pourrais pas faire ici. » Et donc ça ne s'est pas passé comme ça, mais en tout cas, c'était un vrai déclencheur. Et New York, vraiment, ça a été une bascule. Et je ne sais plus ce que j'ai perdu. La prise de conscience de ce nouveau champ de paradigme à explorer. Et à oui, déconstruire. voilà. Et oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire, en fait, quand j'étais là-bas, parce que justement, je connaissais personne, ou très peu de gens. Et seul dans New York, ça a été vraiment explorer vraiment la solitude, alors que jusqu'à New York, j'étais tout le temps dans l'agitation, je sortais, je buvais, je m'amusais, j'étais une fêtarde, comme on dit. Je travaillais dans un milieu culturel, voilà, je ne sais pas si vous connaissez Radio Nova à Paris, mais enfin voilà, donc c'était un milieu où vraiment il y avait une effervescence artistique, culturelle et tout, donc c'était super, mais c'était plus pour moi en tout cas. Et puis à New York, c'est tout le contraire. Alors il y en a qui vont à New York pour la fête, moi je me suis retrouvée à New York et ça m'a calmée. C'est vraiment rigolo. Ouais. La solitude, à ce moment-là, tu parles de... Voilà, tu t'as découvert ça. C'est une rencontre avec soi-même, finalement ? C'est complètement une rencontre avec soi-même. C'est-à-dire que je pensais que j'aurais peur de la solitude. Et en fait, je me suis rendu compte, grâce à cet homme, justement, que je découvrais des choses que je ne pouvais pas entendre quand j'étais tout le temps dans l'agitation, avec tout le monde. Et donc, j'ai commencé à entendre en fait, mes envies à moi et pas celles de ceux qu'on m'avait dit. Enfin, j'ai commencé à me rendre compte vraiment et j'ai commencé à écrire. J'écrivais depuis tout le temps, mais là, vraiment, j'ai senti une... Je parlais plus des sujets des autres. J'ai commencé à parler, je me suis dit, tu vas parler de ce que tu ressens. Et c'était nouveau, ça, pour moi, de parler de ce que je ressens et pas ce que je pense. Parce que j'avais été formatée, pareil, toujours le côté yang, intellectuel, action, rationnel, analyse, qui pour moi, principalement, ce que j'ai vécu dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire que ce que l'on ressent, ce que l'on est, me paraît être moins important que ce que l'on fait et ce que l'on fait, ce que l'on fabrique, ce que l'on produit.
Voilà. Et ça me rendait très, 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 très triste. Et là, en fait, j'avais cette liberté. C'est-à-dire, j'avais 1 an de chômage et je m'étais dit, pendant 1 an, tu vas penser à ta pomme. Et donc, j'ai commencé vraiment, dans cette solitude, à regarder un peu à l'intérieur. C'était nouveau. Sophie, qu'est-ce que ça t'évoque ? Plein de choses, plein de choses. J'essaie de prendre dans l'ordre parce que j'avais envie de... En fait, ce que ça m'évoque, c'est que je ne sais pas pourquoi on pense que ce qu'on pense est vrai. Parce que jusqu'à 42 ans, je pensais vraiment que ce que je pensais était vrai. Voilà, je me suis dit, si je le pense, c'est que c'est vrai. Et cet événement a été un tel cataclysme que d'abord, je ne pensais plus rien. J'étais incapable de penser. Donc, c'est rentré dans le corps. C'est ce que dit Estelle. J'étais vraiment un légume dans ma tête. Il n'y avait plus rien qui connectait. C'était tout nouveau. Et donc, cette expérience de lâcher tout ça, d'abord parce qu'on vit un événement qu'on ne pensait jamais pouvoir vivre. Voilà. Donc ça m'a appris et j'ai ressenti dans mon corps, mais ça, c'est là et c'est pas vrai. Donc, ne plus faire confiance à ses pensées. Et puis ensuite, ce que tu disais, et toi aussi, sur la vulnérabilité. Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi vulnérable que dans les premiers mois après la naissance de mes enfants. C'était vraiment énorme, quoi. Je ne savais pas du tout comment faire. Et donc, cette vulnérabilité de ne pas savoir, donc de ne pas appliquer de modèle, de ne pas chercher la solution dans une recette quelconque, a fait qu'à un moment, j'ai arrêté de faire tout ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire tenir, vous savez, tenir, avoir les mains serrées là comme ça. J'y vais, je vais y arriver, je tiens. Qu'est-ce qui se passe quand on tient ? Quand on tient, on ne reçoit pas. On ne peut pas recevoir, en fait. Donc, j'ai arrêté de tenir parce que de toute façon, je n'avais même plus la force de tenir. Donc, c'est là que j'ai compris qu'en étant dans cet accueil, dans cette vulnérabilité, on rentrait dans quelque chose d'intime et de profond. On sortait de tous ces personnages qui étaient pas désagréables, hein, mais qui n'étaient pas vraiment cette essence qu'on est, sans qu'on soit obligé de le dire, d'agir en conformité. Donc, oui, ça résonne beaucoup. C'est pas tout à fait les mêmes parcours, même si les hommes ont joué un rôle très important dans ma vie aussi. Voilà, mais ça résonne bien, ouais, ce que dit Estelle. Ouais. Il y a une phrase que tu m'as dite quand tu me parlais justement de ce que ça a déclenché. Et finalement, c'est peut-être l'acceptation de cette vulnérabilité qui t'a permis de lâcher prise. Tu m'as dit, j'ai lâché prise. Tu m'as dit, ça m'a permis de croire en moi, de puiser dans mon cœur. Et à partir de là, toi, ce que tu as entamé, c'est une démission. Tu as quitté l'entreprise. Ton patron t'a proposé de négocier. Ouais. Et tu m'as dit, ce que je ne voulais pas d'une voie de garage. Et tu as préféré tout quitter. Ouais. Comment tu as... En fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer de penser avec mon cœur. Voilà, parce que j'avais vécu ces mois où je ne faisais que ça, en fait. J'étais avec mes enfants dans ce lien-là, et j'ai recommencé à travailler. Effectivement, je voyageais beaucoup avant, donc je me suis dit, ça ne correspond plus. Et en fait, je leur ai dit, il va falloir que je trouve une forme différente de travail, parce que là, ça ne va pas. Je n'ai pas cherché à dire autre chose que ce que je ressentais. Et ça faisait 21 ans que j'étais dans la même boîte, donc ils m'ont proposé une belle voie de garage avec un truc qui ne me plaisait pas du tout, qui était quand même, sur le papier, fort honorable. Et là, à 42 ans ou 43, je pense que j'en avais 3 ans, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'avais l'impression d'être à la retraite, en fait, en pré-retraite, alors que je vivais un truc incroyable. Et je leur ai juste dit ça. Je crois que j'ai dit ça. J'ai dit, mais non, je ne suis pas en train de finir ma vie professionnelle. Et à ce moment-là, ils m'ont regardé en me disant, mais oui, c'est sûr. Et donc, les choses se sont ouvertes. Mon départ s'est effectué, et ça, j'ai aussi appris ça à ce moment-là, dans des conditions que jamais j'aurais pu imaginer si j'avais été dans le conflit, si j'avais été dans le droit, dans les choses comme ça. J'avais un avocat quand même, hein, mais en fait, il n'a pas eu besoin d'intervenir.
Et j'ai appris aussi ça, j'ai appris aussi qu'on pouvait aussi grandir, s'enrichir au sens propre et au sens figuré, parce que je suis partie vraiment dans de bonnes conditions à ce moment-là, ça existait, alors qu'on est dans la vulnérabilité complète et qu'on dit non mais moi juste c'est pas possible, quoi. J'ai 43 ans, je peux pas accepter de faire un travail où j'ai l'impression que... Voilà. Donc ça m'a vraiment beaucoup... je me suis dit mais non, en fait, gagner sa vie, c'est pas juste... c'est plus complexe que ça. Il y a des moments où dans la vie, on se sent riche, dans tous les sens du terme, on se sent en capacité, les choses avancent dans le bon sens, alors qu'on est en train de partir de quelque chose. On est en train de rompre avec 22 ans de vie professionnelle. Et à ce moment-là, ça devient l'abondance. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Et ça a été une leçon incroyable. Moi qui tenais bon, qui disais, mais il va falloir que je trouve quelque chose. Puis tout le monde me disait, mon entourage, mais t'es folle. Parce que t'es jeune maman, puis t'es pas mariée. Oh, donc qu'est-ce qui va se passer, enfin, etc. Bon. Et vraiment, là, je dis, non, c'est pas possible, je vais pas me contraindre. Et donc, l'abondance, cet espace, en fait, l'abondance, je l'ai ressenti dans mon corps. Je me suis dit, mais il y a un espace qui est en train de se créer là, dans cette liberté, de dire juste ce qui est, sans essayer de calculer. Et des choses se mettent en place. Alors, peut-être pas tout le temps, mais sont vraiment mises en place pour moi, en tout cas. Quand je vous écoute, et là, dans ce que tu viens de dire, c'est l'acceptation à un moment donné, après la prise de conscience de sa vulnérabilité, ce que l'on cherche souvent à camoufler, parce qu'on nous a appris à camoufler ça, à se parer de ça, ça a été finalement, en tout cas à ce moment-là, la plus grande puissance que tu aies pu avoir. Parce que dans cette période, c'est là où tu négocies quelque chose où, quand tu étais la Sophie d'avant qui menait sa barque, tu n'aurais effectivement certainement pas eu ce retour et la compréhension et l'attention que tu as reçue en face, que cela leur ait plu ou non, mais tu as transmis quelque chose sans faire semblant et en étant avec les émotions qui te composaient à ce moment-là. Oui. On est extrêmement... à mon avis, en touchant vraiment cette part vulnérable, qu'on est dans sa pleine puissance, et pas sa toute puissance, hein, qu'on est vraiment soi, et qu'on s'autorise à l'être, parce qu'on ressent tellement fortement que c'est ça, qu'on ne cherche pas à adopter, à prendre une posture quelconque, on est soi, et puis on verra bien. On a cet ancrage. Et donc ça maintenant, je le sais. Et en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente dans ma vie, je sais que c'est ça. Je sais que si c'est pas léger, que si c'est pas vrai, que s'il n'y a pas cet espace qui se crée à ce moment-là, si je suis en train de penser, si je suis en train de calculer, c'est pas juste, c'est pas. Et en fait, tout le reste depuis, c'est comme ça en fait. C'est en étant dans cet espace de vulnérabilité que je découvre que il se passe des choses incroyables en fait. Et cette connexion. Alors. Bon, moi aussi, hein, j'ai vu des chamans, voilà, j'ai vécu 12 ans en Afrique, en Asie, donc j'ai vu des pratiques qui m'ont touchée, je n'ai pas compris, mais je savais qu'il se passait quelque chose au-delà de ce monde mental qui était le nôtre. Donc oui, on touche à sa part divine, si je peux oser, on touche à sa part sacrée en étant dans cette ouverture-là. On est dans cet espace infini. Voilà. Et je crois que merci d'avoir pu le vivre à cet âge-là, parce que du coup, ça permet de vivre une deuxième ou une troisième vie qui n'a rien à voir. Ah oui, depuis, tu as enchaîné avec des choses complètement différentes sur le chemin. Et d'ailleurs, on verra que malgré tout, même quand à un moment donné, on franchit un cap énorme, régulièrement, il y a des petites vagues du sentiment de manque de légitimité, de se dire il faut que là j'en fasse plus pour prouver, et ça revient régulièrement, et que c'est quelque chose où il faut malgré tout toujours avoir aux aguets et ne pas se laisser envahir, même si on est sur son chemin à soi, on peut malgré tout se laisser redéborder par ça. Ah oui, tout ça c'est bien ancré dans notre cerveau, bien profondément. Donc à la moindre occasion, ça ressort. Est-ce que tu es sûr que c'est pour toi? Est-ce que tu es sûr que tu es capable? Mais on a cette ressource. Voilà, on a cette ressource supplémentaire d'aller se connecter à autre chose que son mental et de se dire, mais non, ça c'est des pensées. Et quand on a cette chance-là, enfin moi je le vis comme ça, du coup ça va.
c'est une alerte, et puis on arrive à passer le cap. Alors qu'avant, j'étais dedans, tout le temps. J'étais tout le temps en train de me dire, mais non, je ne suis pas la personne qui va pour ça, je ne suis pas capable. Dans les répercussions que l'on a au fur et à mesure, il y a aussi, justement, quand on l'écoute pas assez, ou quand on commence à l'écouter, parfois, il y a des conséquences, et le corps réagit. Estelle, toi, qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça? À un moment donné où tu m'as parlé d'une synchronicité entre une prise de conscience, une thérapie, et puis le mal dit à travers la maladie. Alors justement, quand je vous parlais du mental, justement, c'est-à-dire comme on est éduqué en Occident à penser, hein, Descartes a fait, à mon sens, beaucoup de mal. Je pense, donc je suis. Ça nous colle encore au basque, hein, aujourd'hui. Je pense que moi, maintenant, je dis je médite, donc je suis. Et la méditation, je vous assure que c'est le médicament universel pour se dire comment on fait justement pour dépasser ses peurs. Parce que finalement, ce que vient de témoigner Sophie, dans lequel évidemment je me retrouve beaucoup, c'est toutes ces résistances qu'on a, hein, pour que ce soit pour changer d'orientation, pour se créer une nouvelle vie, celle qui nous ressemble vraiment, pas celle qui est formatée par notre culture, notre éducation, papa, maman, etc. Non, celle qui résonne en nous. Celle-là, on va se dire comment faire pour la trouver. Moi, en tout cas, ce que j'ai pas trouvé mieux, c'est d'observer les résistances, parce que les résistances, finalement, c'est les peurs. C'est les peurs qu'on a, et on en a tous des peurs. Tous. Enfin, moi, je connais personne qui n'a pas peur de quelque chose. On est formaté à la peur. La société dans laquelle on vit nourrit sans arrêt la peur. Hein. Il suffit de regarder ce qu'on nous donne à manger. C'est extrêmement important, ce qu'on nourrit notre corps, notre mental, notre intellect. Tout nous nourrit chacune de nos cellules. Et donc, du coup, la peur est quand même quelque chose qui est très nourricier dans le monde occidental. Donc moi, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais un pur produit oui, je suis née ici, donc je suis un pur produit de l'Occident. Et donc je me dis, mais moi, je ne suis pas heureuse avec ça, donc je vais regarder ces peurs. C'est à mon retour de New York, grâce à cet homme, je fais une dépression parce que je n'ai pas du tout envie de rentrer et que mon monde s'écroule. Parce que justement, on me montre une voie nouvelle, mais je ne connais pas, je ne viens pas d'un monde religieux, il n'y a pas de religion dans ma famille, je suis athée, cartésienne, pragmatique, et on déconstruit complètement tout ce que j'ai construit qui me donnait un sentiment de sécurité. Il n'y a plus de sécurité. C'est pas ça, c'est pas seulement ça, parce qu'il n'y a rien à rejeter. C'est pas seulement ça. Et donc vous parliez de vulnérabilité. Je suis donc, connectée à cette vulnérabilité. Mais cette vulnérabilité, pour moi, c'est la peur, justement. Donc, c'est pas possible d'accepter sa vulnérabilité. On ne peut pas s'en sortir avec la vulnérabilité. C'est ce que je pense, en tout cas, à ce moment-là. Donc, je peux pas être créative. Ce n'est pas possible, puisque c'est moi, ma créativité, je la trouve dans la vulnérabilité, justement. Et j'ai tellement été en résistance inconsciente, hein, parce que je vous en parle aujourd'hui, hein, mais il m'a fallu 20 ans de travail vraiment poussé pour pouvoir vous dire ça aujourd'hui. Je me rendais pas compte à quel point j'étais dans la résistance, et malheureusement, il a fallu que je tombe malade. Et donc, je suis typiquement tombée malade, ça résonne. Et c'est pas comme quoi, encore une fois, les synchronicités. Pourquoi je me retrouve à côté de Sophie, qui a eu un enfant à 42 ans. Moi, j'ai rencontré l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui. On a voulu faire un enfant, et ça a été une succession d'échecs, jusqu'au moment où on m'a annoncé que j'avais l'endométriose. Alors, aujourd'hui, l'endométriose, quand on me l'a annoncé il y a 8 ans, ça a été un cataclysme, parce qu'on m'a dit en gros que je ne pourrais pas donner la vie. Et dans mon cheminement de femme, en fait, si je ne donnais pas la vie, je ne servais à rien. Voilà. Donc, et dans cette société, on est considéré plutôt bien si on est mère. On est moins considéré pour prendre sa place dans le monde. Hein. Je veux dire, voilà, c'est encore une réalité aujourd'hui. Donc, du coup, je me disais, si je ne donne pas la vie, je ne sers à rien. Et donc, ça m'a complètement ébranlée. Mais elle m'a rendu service quelque part, parce que s'il a fallu que j'en arrive jusqu'à la maladie, c'est dire à quel point j'étais dans la résistance. Alors je ne dis pas, attention, que l'endométriose, c'est qu'une histoire psychologique, voilà, hein. Il y a tout un tas de phénomènes, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant, mais elle m'a quand même parlé. Elle m'a dit quelque chose. Le mal a dit quelque chose. Ça, je suis fascinée par la médecine ayurvédique, chinoise et amérindienne. Bon, et aussi en allopathie en France, mais moins, on va dire, parce qu'ils considèrent le corps, l'esprit,
pas comme quelque chose de séparé, mais quelque chose qui est en synergie totale. Et c'est ça, en fait, que j'ai compris grâce à la maladie. C'est comme en philo, ce que j'adorais faire en philo quand j'étais jeune, la thèse, antithèse, synthèse. La thèse, c'est une image, hein, bien sûr, mais mentale, intellectuelle, comprendre, rationaliser. L'antithèse, ressentir, vibrer, voilà. Et la synthèse, c'est qu'il n'y a rien à séparer. Et c'est ce que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut une partie analytique, effectivement, d'analyse, de rationalité, mais il ne faut pas oublier l'autre partie. Et en ce qui me concerne, dans mon témoignage, moi, c'est parce que j'avais oublié la partie ressentie que je n'ai pas pu donner la vie. J'en suis convaincue aujourd'hui. Et comme s'il était un peu tard quand je me suis rendu compte des choses, et puis ça devait être ma destinée, d'ailleurs, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je veux réellement un enfant ? Ou est-ce que je veux un enfant parce que quand on a rencontré quelqu'un et qu'on a la famille autour de soi qui dit alors quand le premier, quand le deuxième, enfin bon, hein, vous connaissez ça, c'est une espèce de pression sociale, familiale, etc. Et que ça ne vient pas, eh bien, c'est pas évident à vivre. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai été mère, puisque j'ai été enceinte pendant 4 mois, j'ai perdu malheureusement l'enfant. Et aujourd'hui, je le revendique haut et fort, parce qu'on n'en parle jamais. Mais on n'est pas mère uniquement avec enfant. Quand on a porté la vie, on est mère, point. Et donc, je me sens mère autant que quelqu'un qui a un enfant, même si je ne connaîtrais pas l'éducation d'un petit être, mais je le vis autrement. Voilà. Estelle, tu as évoqué ce mot très important dans le chemin de la réalisation de soi, finalement, malgré les freins qui nous bloquent, c'est ce mot peur. Lundi, j'avais la chance d'être aux côtés d'une autre femme formidable qui était accompagnée elle-même de plein de femmes formidables, Marie-Éloi, que vous connaissez peut-être dans cette salle. Elle part des peurs, et j'aimerais savoir ce que vous pensez de sa phrase. Dans la vie, qu'est-ce que je ferais là si je n'avais pas peur ? Et en fait, elle retourne les choses comme ça. Qu'est-ce que ça vous évoque, toutes les deux ? Bon, merci. Eh bien, en fait, finalement, je trouve que c'est intéressant. Parce que, encore une fois, pour revenir à mon cas, hein, puisque je ne peux témoigner que de ce que je connais, j'ai passé mon temps à résister même à mes peurs, puisque je ne voulais pas les reconnaître. Non, je suis forte. Moi, j'ai eu l'injonction quand j'étais jeune, où je me la suis créée aussi, hein, sois forte. Dans la vie, il faut en chier. Hein, c'est vraiment ça, je dis ce mot-là, parce que c'était très fort. Et on s'en sort seul, quoi. Voilà, en gros. C'était un peu, moi, mes 3 injonctions qui m'ont pesé. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas eu peur, est-ce que j'aurais déplacé des montagnes ? Pas sûr. Est-ce que... voilà, donc je pense que la peur, soit effectivement on la voit comme un frein, soit on se dit, OK, elle se retourne contre nous et on se sent victime. Alors je pense que c'est un chemin nécessaire, hein, à un moment d'accepter ce rôle de victime. Enfin, moi, je l'ai accepté à un moment. Oui, j'étais victime. Non, je n'avais pas l'énergie. Je ne savais pas par quel bout y prendre. Eh bien, c'est pas grave. J'ai le droit d'être victime. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ce jeu-là, entre guillemets, parce qu'on peut imaginer que tout ça est une grande pièce de théâtre. Donc je me suis dit, bah alors, si je reste toute ma vie victime, je vais être comme certains exemples que j'avais autour de moi. Je dis, ah non, surtout, je ne serai pas ça. Donc ça m'a donné l'impulsion. Et comme j'ai peur de ressembler à certaines personnes, parce que je voyais qu'elles s'enlisaient, et ce n'est pas un jugement par rapport à ces personnes, elles font encore une fois ce qu'elles peuvent, mais à l'intérieur de moi, je me disais, non, tu peux le faire, il m'a fallu du temps, et j'ai pris le temps qu'il me fallait, et je suis devenue actrice de ma vie. Et là, ça a changé tout. Voilà. Sophie, par rapport à cette phrase, j'ai l'impression que justement, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ? C'est ce que tu as mis en place une fois que tu as démissionné, que tu as lâché les amarres finalement, et que tu es partie sur le chemin que tu as choisi de te construire en tant qu'actrice, effectivement, de ta vie. Oui. Oui. Il y a la peur et il y a ce qu'on en fait, en fait. Donc, avant cette bascule, vers 42, vers 43 ans, je croyais être ma peur, en fait. J'étais identifiée à ma peur. C'était tellement là que je n'arrivais pas à imaginer autre chose que ça, donc ça me bloquait complètement. Y compris d'être maman, évidemment. C'était terrorisant pour moi. Et puis, avec cet événement, je me suis dit, mais non, c'est ma peur. Elle m'a indiqué un chemin, elle m'a indiqué quelque chose à dépasser, elle m'a indiqué que tu ressassais peut-être aussi des expériences passées. Elle m'a donné, en fait, sur un plateau d'argent, des tas de pistes
pour faire différemment. Et donc, à partir de ce moment-là, même si on a peur, on sait qu'on peut faire quelque chose de cette peur. Et donc, en fait, c'est devenu mon métier aussi après. Hein. C'est vraiment arriver à intégrer, et une fois de plus, c'est pas dans la tête, hein, c'est dans son corps qu'il y a la peur qui crispe, qui bloque, on n'arrive pas à respirer. Avant de prendre la parole, on a tous un petit peu peur, et puis il y a ce qu'on en fait. Et vraiment, quand on intègre ça, eh ben, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit, cette peur? Qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Sur quoi elle me pousse aux fesses? Et en fait, oui, à partir de ce moment-là, j'ai fait des trucs complètement différents. J'ai acheté une entreprise au tribunal de commerce. J'ai fait mon marché. Donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai démissionné? Jamais je pensais pouvoir être dirigeante d'entreprise. C'était même pas possible. Et puis, tout s'est fait comme ça. Et ça a associé art et business. Ça a associé ta passion. Art et business. Oui, quand je dis tout s'est fait, je ne peux pas tout vous raconter, ça serait trop long. Mais tout ça est un enchaînement de hasard qui fait qu'à un moment, on se retrouve au bon endroit avec les bonnes personnes et qu'on se dit, mais pourquoi pas travailler dans ma passion? Possible de gagner sa vie en faisant sa passion? Ah, c'est quoi ce truc? Et en fait, on se retrouve dans un chemin qui est différent, où on écoute tout ça. J'avais une trouille bleue, acheter une entreprise au tribunal de commerce. Ça veut dire en plus que l'entreprise n'allait pas très bien. Non, l'entreprise n'allait pas bien, il y a des tas de contraintes, je n'étais pas juriste. Bon, bref. Et puis en fait, on est porté, et puis on se dit, je l'ai fait, et puis je me dis, mais s'il y a quelque chose au fond de moi qui fait que ça, c'est extraordinaire, cette opportunité-là, je ne suis pas seule, voilà, je n'étais pas toute seule à le faire, et je me posais la question, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? Et non plus, j'ai peur, je résiste, ou je combats cette peur. Hein. Tout ce à quoi on résiste persiste, on le sait. Donc, on ne combat plus, on regarde, c'est quoi que c'est en train de me dire? Ah ok, tu ne peux pas être dirigeante. C'est encore ce fameux machin d'impostrice. C'est ça que c'est en train de te dire. Tu es en train d'avoir peur parce que tu penses que tu n'es pas capable. Bon, ok, on va le mettre de côté. Je sais que c'est un tour que me joue mon cerveau fécond, donc on va essayer de faire autrement. Et c'est un jeu finalement. On joue avec ses peurs au bout d'un moment. Alors bon, hein, il y a des moments où c'est pas si évident, il y a des moments où on est tellement dedans que c'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, ça a vraiment été ça. Ça a été un moment où on a beaucoup travaillé, on était complètement dans une ambiance différente, ça a très bien marché. Et puis il y a un moment où ça s'est arrêté aussi. Et puis ça m'a amené à ma 4e ou 5e vie sur un autre. Ça s'est arrêté parce que tu as choisi de l'arrêter. Tu as regardé une situation. En fait, dans l'entreprise, il y avait le virage du numérique qui arrivait, du digital, ça ne te parlait pas. Non. Et j'insiste là-dessus et je me permets d'intervenir parce que quand on est dans cette période de transition professionnelle et que tout le monde nous dit, bon alors c'est quoi ton nouveau projet? Que ce soit une reconversion, une création d'entreprise, on se reprépare comme quand on est au début de son entrée dans la vie active à se dire, il faut que je trouve le projet, celui qui va refaire toute ma vie. Et on n'en parle jamais, sauf qu'en fait, ça remet un poids et une pression, et donc une peur énorme. Et toi, ce que tu m'as transmis quand tu m'as parlé d'un seul coup, tu pars acheter une entreprise qui ne va pas très bien, et tu découvres ce nouvel univers. À un moment donné, arrive ce qui aurait pu être un obstacle, parce que toi, le digital, à ce moment-là, ça ne te parle pas. Tu dis, je prends le virage, mais je risque de me casser la figure avec mon entreprise, ou je change. Et tu t'es autorisé à rechanger et à te dire, ok, c'est pas parce que j'ai acheté une entreprise que je suis mariée avec elle ad vitam aeternam jusqu'à la fin de mon parcours professionnel. Et c'est précieux ça, parce que parfois, il faut s'enlever cette peur de ce poids et se dire, là, j'enclenche quelque chose, soit quelque chose de nouveau. C'est pas forcément pour les 20 ans à venir. Hein. Et c'est important de l'avoir en tête, de se dire qu'on a se réinventer, sinon on va retomber dans ces travers et dans les peurs et dans les freins. Il faut dépasser ça. Et dans le chemin que tu as mis en place, toi aussi Estelle, c'est à un moment donné de vous autoriser à vous dire, ok, là je suis là-dedans, c'est ma place en ce moment, mais ça évolue et ça peut m'amener à autre chose. Oui. Ne pas mettre plus de poids que ce qui est la vraie situation, et effectivement ne pas se sentir non plus dans cette obligation d'arriver absolument jusqu'à une certaine échéance. Oui, à un moment, je me suis dit, mais oh là, il va falloir prendre un virage. La presse prenait un virage. Mais en fait, c'est même pas... Je le sentais pas. J'avais pas envie de faire ce virage-là. Donc l'entreprise a été vendue, et voilà. Et juste un peu de légèreté, quoi. Des fois, on prend
les choses tellement au sérieux, en fait. Et ça aide pas. Si ça aidait à prendre le bon chemin, mais en fait, ça nous plombe et on n'arrive pas à voir la vérité qu'il y a derrière. Donc oui, cette expérience-là m'a aussi appris à faire confiance à mes instincts, à un moment, l'intuition qui me dit, ok, c'est fait, tu as fait 6 ans, maintenant tu vas transmettre cette entreprise dans des très bonnes conditions, et tu ne vas pas continuer, et il n'y a rien de mal à ça, quoi. Et ça aussi, quoi, c'est arrêter d'être sur un plan en disant mais non, on n'a pas atteint nos objectifs, on aurait voulu faire mieux, et on lâche ça, et on regarde dans notre cœur si c'est vrai, si c'est juste. Et donc ça m'a permis de passer à une autre... voilà. Mais en fait, je ne me posais pas la question, qu'est-ce que je vais faire après ? Ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui aussi aide. Je veux dire, ça ne me va plus, c'est une certitude, donc tu quittes. Et donc on fait de l'espace. On crée un espace, et comme par hasard, après, il y a quelque chose d'autre qui peut venir. Souvent, on essaye de trouver le truc qui va venir après, avant d'avoir lâché. Mais ça, c'est pas possible. Enfin, ça demande... c'est vachement difficile, parce qu'on est déjà pleine, on en a déjà jusque-là, et on voudrait trouver le job parfait avant d'avoir quitté celui qu'on a actuellement, ou avant d'avoir tourné une page et un chapitre. C'est comme lire la fin du livre avant d'avoir fini le 2e chapitre. Mais ça, c'est un truc, parce qu'on a peur. On se dit, mais si j'ai rien, j'ai 2 enfants, c'est quoi ce truc ? Je ne suis pas mariée. On a la trouille, donc ça dit quelque chose. Mais à la fin, c'est pas juste, parce qu'on est pleine de tout un tas de choses, et ce qu'on va trouver n'est pas forcément ce qui est le mieux pour soi à cet instant-là. Effectivement, ce que tu dis, c'est à un instant T, il y a des choses, et puis... 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, peut-être même 1 mois après, c'est pas ça. Et alors ? Et alors ? Ça veut dire quoi ? On n'est pas stable ? C'est quoi encore l'étiquette qu'on va se coller quand on prend une décision et que 2 mois après, on se dit bah non, c'est pas juste. Perfectionnisme, avoir de la suite dans les idées, aller jusqu'au bout, tout ça encore, c'est des injonctions. Donc, bon, voilà, petit à petit, lâcher, essayer de lâcher ça et aller regarder. Moi, j'ai un truc que je fais tout le temps, c'est, avant de prendre une décision, je dis, c'est quoi ? C'est léger ou c'est lourd ? Et vraiment, je me pose, est-ce que c'est léger ou si c'est lourd ? Si je fais ça, ça crée quelque chose pour moi ou c'est compliqué ? Et le corps, il me dit tout de suite, non, attends, non, tu fais pas ça. Et ça, ah ouais, il y a l'enthousiasme, il y a l'énergie, il y a l'espace, voilà. Et le mental, il sait pas. Il bug. Le mental, il faut le mettre au service de ses ressentis après pour réaliser ce qu'on veut mettre en place. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Estelle, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça, toi ? Je sais pas, j'étais dans l'écoute, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Toi qui es là sur, à un moment donné, tu franchis aussi le cap de toi, de t'autoriser à être une artiste, de te sentir et à te positionner en tant qu'artiste. Comment à ce moment-là tu le crées et comment au fur et à mesure tu arrives, parce que des fois c'est pas tout de se créer enfin la voie dans laquelle on est, mais il faut assumer d'y rester. Parfois on s'auto-sabote après. Oui, comment comment tu as vécu ce chemin que tu te construis ? Oui, alors c'est clairement moi ce qui m'a décuplé, sorti, fait naître, accouché de moi-même et de ma créativité, puisque en tant que femme, je me considère une créatrice, une donneuse de vie. Avant, je ne donnais pas la vie, je produisais. Mais à partir du moment où j'ai commencé à entrer à l'intérieur, donc quand je suis rentrée en France, j'ai commencé un travail sur moi, psychothérapie. Puis au bout de 3 ans, on m'a dit, vous êtes ni névrosée, ni psychotique, ni, enfin, je ne sais plus quel mot, ni bipolaire, puisque c'est le grand mot. Mais je dis, mais ça me passionne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me passionnait, l'humain me passionnait. Alors, je n'avais pas fait d'études de psy, de choses comme ça, mais bon, je me suis passionnée. J'ai commencé à aller dans des conférences. J'ai mangé, jusqu'à la boulimie, des livres, des coachings, plein de choses. J'ai cherché ma voix, en fait. Ma voix VOIE et ma voix VOIX. Parce qu'en fait, on en revient à ça, cette impostrice qui n'avait pas sa place, qu'on n'entendait pas, qui mettait tout le temps les autres en lumière, qui finalement n'avait pas
comment dire, de possibilités d'expression. Mais en fait, il a fallu que je tombe malade. Alors j'avais déjà commencé avant à écrire, mais c'est-à-dire que dans mes petits scénarios, hein, je n'étais pas une artiste, puisque voilà, c'était pas, personne m'avait dit que ce que je fais c'est bien, mais ça risquait pas puisque je l'avais pas montré. Donc, et je pensais pas être capable d'écrire, par exemple, des choses qui pourraient être lues par d'autres. Je pensais pas que peindre, il fallait faire les beaux-arts, sinon on pouvait pas montrer sa peinture. Et j'ai été initiée par un chaman, yoga et chamanisme, et ça m'a complètement réconciliée avec ma profonde nature. C'est-à-dire qu'en fait, en étant dans des initiations au contact de la nature, je me suis reconnectée à ma nature créatrice. Et c'est seulement pas par le mental, justement pas par parce que pendant les premières années, j'étais complètement dans la compréhension, vouloir comprendre. Toujours ce principe yang, action, comprendre, trouver des solutions. Finalement, avec tout ce que j'ai fait, franchement, j'en ai fait. Hein. J'en ai fait des stages, des machins, des trucs. Ça ne m'a pas apporté la solution. En ce qui me concerne, la solution est venue le jour où, comme Sophie, j'ai lâché. J'ai arrêté de chercher à l'extérieur les réponses. J'ai arrêté. Alors moi, c'est ce que j'appelle la connexion spirituelle. C'est-à-dire que ça me dépasse. Ça me dépasse complètement. Et là, je suis vraiment à l'écoute de mon potentiel qui n'est pas celui que le petit mental va essayer. Parce qu'il n'est pas mauvais, le mental. Hein. Il essaye en fait de me préserver du danger, de me faire agir. Mais le problème, c'est qu'il prend trop de place. Et quand il prend trop de place, ben, je ne peux plus entendre tout ce qui me compose. Donc vraiment, moi, ça a été vraiment ce cheminement-là. Et mon chaman yogi m'avait dit un jour, et je me rappellerai toute ma vie, il m'avait dit, tu verras, le jour où tu vas écrire, tu vas chanter, tu vas danser, tu vas peindre. Je ne faisais rien de tout ça par l'écriture à l'époque. Tu auras rencontré Dieu. Alors évidemment, c'était un mot, oula, mon Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, maintenant, je vous en parle comme ça, mais Dieu, ça veut dire être en connexion avec tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on est, tout ce qui vibre. Et moi qui étais athée, j'aurais jamais pu utiliser ce mot avant, mais j'ai vraiment vécu ça à l'intérieur. C'est au-delà du raisonnement, c'est au-delà. Et ça, c'est notre être, je pense, moi, c'est mon être profond. C'est ce qu'on est, c'est ce que je suis. C'est là la vérité, ma vérité. C'est à l'intérieur que ça se passe, et après, du coup, ça émerge, et ça prend vie, et ça s'accouche, et ça résonne pour d'autres. Tant mieux. C'est ça, c'est le partage, après c'est la relation, c'est génial. Mais c'est dans la vérité, c'est dans l'authenticité. Et ça, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Être vivante. Être vivante, exactement. Exactement. Qu'est-ce que j'avais pensé, mais tu m'as embarqué sur... Est-ce que tu peux, Estelle, si ça te dit, et juste avant, j'ai retrouvé le fil de mes pensées, ouf, tu as écrit un second livre, Naître fille, devenir femme, et là, par rapport à tout ce que tu nous racontes et ce que tu partages avec nous, qu'est-ce que tu as dit, écrit, raconté ? Pourquoi déjà cet intitulé, Naître fille, devenir femme ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et qu'est-ce que tu voulais transmettre ? Alors en fait, j'avais écrit un roman initiatique, mais comme j'en étais à mon 3e, et j'ai eu des petites fées, comme toute bonne rencontre de synchronicité, les éditrices qui m'ont dit, bon, on a compris, c'est une biofiction. Je fais oui, bon, ce serait bien que tu creuses. Et en fait, dans mon cheminement, je pensais franchement pas écrire un témoignage de ma vie à mon âge, même si, bon, voilà, je me trouvais un peu jeune pour écrire ma bio, comme on dit. Et là, on me dit, mais si, ton parcours, tu as des choses à raconter. Alors, il y avait l'endométriose qui commençait à faire parler d'elle, donc il y avait ce côté un petit peu intéressant, et puis ce qui touche tellement de femmes, des millions de femmes dans le monde. Donc, elle me disait, ça peut être intéressant de montrer ce que tu en as fait. J'ai dit, oui, c'est vrai, c'est très intéressant. Et en partant de ça, j'ai brodé tout autour, et l'endométriose m'a amené sur des réflexions que je ne m'étais pas faites sur qu'est-ce qu'être une femme. Et alors, évidemment, j'ai mis 300 pages à répondre à cette question. Je vais parler qu'en mon nom, bien sûr, parce que je pense que chaque femme a peut-être sa propre définition. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'accepter mon masculin et mon féminin à l'intérieur, donc tout ce qui me compose. C'est ça pour moi, être une femme. J'ai utilisé naître fille, devenir femme, parce que vous avez sûrement compris le côté Simone de Beauvoir qui dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Et moi, elle m'a beaucoup inspirée à une époque sur justement ça, sur le fait que est-ce qu'on nous apprend à être une femme ? On ne m'a pas appris à être une femme, clairement. Je n'ai pas souvenir dans mon enfance qu'on me parle
des règles, mot à bout, qu'on me parle de comment pouvoir prendre sa place dans le monde. Non, comment être une mère, oui, mais pas comment prendre sa place dans le monde, etc. Enfin bon, donc, je ne sais pas ce qu'est être une femme. Et comme je suis désirée garçon, et que j'ai ça dans mes gènes, dans mon inconscient, tout ça va ressortir avec les années, et la maladie m'oblige, en fait, à considérer ma place. Est-ce que j'ai envie d'être une mère, une femme, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, être femme, c'est au-delà du genre, en fait. C'est-à-dire que c'est accepter. Des fois, je me sens comme un homme. Franchement, je me sens comme un homme. C'est-à-dire que je suis très conquérante, et puis d'autres jours, je suis complètement dans une douceur. Et en fait, c'est quoi être une femme? C'est vivre en accord avec son cycle. Ça a révolutionné ma vie, justement par rapport à ce changement de paradigme, qui est comment j'ai pu passer du côté très young, très bonhomme, très waouh, on y va guerrière, ouais, on est guerrière, à quelque chose de plus doux. Ça ne veut pas dire que je suis devenue douce, ça veut dire que j'ai englobé tout ce que je suis. C'est quand j'ai commencé à vivre avec mon cycle et que j'ai vu que j'étais formatée à vivre selon le rythme des hommes, puisque ce sont les hommes, on est dans une société patriarcale donc qui a créé, on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont pris leur place, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont créé un monde qui leur ressemble plus qu'il ne nous ressemble, nous, les femmes. Du coup, je me suis dit, mais moi, ça ne me correspond pas, ce rythme-là. Les hommes et les femmes, nous n'avons pas le même rythme. Moi, je n'ai pas le même rythme. Et j'ai commencé à être vraiment heureuse le jour où j'ai vu que j'avais 4 ans dans mon cycle. J'ai arrêté la pilule, j'ai retrouvé ma nature cyclique et j'ai commencé à vivre selon ma nature. Alors ça m'a demandé de révolutionner ma vie et donc de vivre plus selon le modèle qu'on m'avait demandé, mais de vivre en accord avec mon cycle. Alors je ne vous dis pas que j'y arrive toujours. Par exemple là, je suis à J-2, donc je suis extrêmement vulnérable et normalement à cette période, ce n'est pas trop évident d'être avec du monde pour moi. Mais comme c'est un bonheur de partager, je suis heureuse de le faire. Mais ce que je veux dire, si par exemple je devais aller travailler vraiment sur une mission X et Y qui demande beaucoup d'investissement et d'énergie, maintenant je le refuse. J'essaye d'adapter mon rythme. Alors évidemment, c'est une révolution. Moi, je pense que c'est une révolution même au niveau du travail. J'espère qu'un jour, on pourra vivre, nous les femmes, en lien avec notre cycle, parce que moi, ça va changer ma vie. Et je suis plus heureuse. Et alors, je vais vous le dire, je ne peux pas l'annoncer en disant c'est une vérité, c'est comme ça. Je suis en rémission, sans médicaments, sans chirurgie, sans rien. Je suis convaincue, mais ça ne reste qu'un ressenti, hein, bien sûr. Je n'énonce pas ça comme une vérité. Il y a des femmes qui ont cette maladie. Mais moi, je pense que je suis en rémission parce que ça y est, enfin, j'écoute la femme que je suis. C'est-à-dire une femme est cyclique. Point. Elle n'est pas linéaire, elle est cyclique. Voilà, et ça a changé ma vie. Est-ce qu'à J-2, Estelle, tu te sens de lire le texte que tu as écrit pour les femmes? Oui, avec plaisir. J'avais encore jamais fait un tel décompte. Merci Estelle. Je t'en prie. Alors j'ai écrit ça pour vous l'offrir aujourd'hui. Ça s'appelle « Résilience et chemin d'émancipation ». Être femme et prendre sa place dans le monde demande de réussir à faire sauter le plafond de verre qui agit inconsciemment sur nos comportements et nos actes. Pendant des millénaires, la femme n'a existé que sous le regard de l'homme ou de la famille. Par conséquent, encore aujourd'hui, malgré la révolution sexuelle toute jeune dans l'histoire, la parole, la créativité et l'engagement social, culturel et politique des femmes sont encore soumis à des épreuves de résistance d'un système patriarcal pétri de ses habitudes conquérantes et sclérosantes pour nous les femmes, au même titre que les minorités. Nous avons donc le même combat, celui d'être respectés en tant qu'être humain au-delà de notre genre, au-delà de notre couleur de peau, car notre genre et notre couleur de peau ne devraient pas définir notre intelligence et notre capacité à prendre notre place dans le monde. Malheureusement, nous n'en sommes qu'aux prémices d'un changement. L'actualité nous montre à quel point les résistances sont encore vivaces au sein des foyers et des nations. Il y a donc un enjeu personnel et sociétal à faire sauter nos résistances. Pour notre bien-être d'abord, puis ensuite pour notre évolution et pour le changement de société qui arrive. Tous les grands sages en parlent depuis des millénaires, dans toutes les traditions confondues, toutes les religions. Toute l'alchimie, c'est-à-dire le passage du plomb en or, s'effectue en soi, que ce soit dans le silence ou dans la relation, c'est-à-dire ce qui lui donne vie,
Donc je crois qu'il y a une nécessité à regarder vraiment ces résistances pour mieux les laisser une fois qu'elles ne nous servent plus. Tout un travail. Cela fait 20 ans que je les observe, ces résistances. Aujourd'hui, je peux dire que cette résilience prend doucement, jour après jour, sa place dans le monde. Même s'il n'est pas simple de faire entendre sa voix, de prendre sa place, d'apporter sa vision, sa parole de femme, parce que femme. Il suffit de regarder les actualités pour voir se manifester encore tant de violence et de haine. Là, je fais un petit clin d'œil à Greta. Si on voit tout ce qui se passe sur cette jeune fille, le déferlement, c'est très intéressant à observer. Donc, très révélateur d'un système en déclin qui s'accroche désespérément aux branches du passé, quand la vie, j'ai loupé ma phrase, qui s'accroche désespérément aux branches du passé quand la vie demande à se laisser porter par le flux du changement. Car oui, tout est changement. Vouloir résister à ce changement est un facteur de stress très important, de peur et de réaction négative. L'acte individuel a ses conséquences au niveau collectif. Vient ensuite le moment de se rassembler pour être plus puissante. C'est ce que font aujourd'hui les femmes. Comme un appel collectif à participer au changement de société, aujourd'hui nécessaire et vital. Chacune, à notre façon, là où nous sommes, nous rejoignons d'autres femmes dans nos clans, nos tribus, nos familles, nos nations et parfois pour certaines dans le monde. Aujourd'hui, l'heure du réveil a sonné. La planète est en danger, mais elle vivra sans nous. Par contre, c'est notre espèce, ainsi que d'autres qui risquent de disparaître. Et à mon sens, c'est un crime contre le vivant qui se joue sous nos yeux. Alors, je fais quoi ? Je reste à m'alarmer, à crier au scandale ou j'agis pour créer ce monde dont nous rêvons, en tout cas dont moi je rêve, un monde respectueux des valeurs humaines, animales, spirituelles et environnementales pour que nos enfants respirent et vivent avec les lois de la nature. Et c'est là qu'il me semble essentiel de mettre en scène les femmes, nous qui portons la vie. Nous savons de manière innée ce que veut dire la vie et la mort, puisque nous vivons cela chaque mois dans nos cycles en lien avec la nature. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre mon expérience à la disposition des autres pour partager et donner mes clés d'émancipation. S'émanciper, cela ne veut pas dire être égoïste ou je ne sais quoi de culpabilisant, non. À mon sens, s'émanciper, c'est offrir au monde ses compétences et ses talents. Trouver sa voie, c'est vibrer de ce qui nous anime en profondeur. Et alors là, c'est forcément la joie. Et partager, c'est permettre à l'autre de se voir dans un miroir. Là, c'est ce que j'ai la sensation de faire. Et écouter l'autre, c'est s'offrir la possibilité d'un eureka, d'un déclic, d'une ouverture de conscience face à un message qui résonne en nous. Et enfin, trouver sa propre résonance. Nous avons toutes quelque chose à offrir à soi, au couple, à ses amis, sa famille, son village, sa ville, sa communauté, sa région et le monde, avec les limites qui nous sont propres à chacune. Alors mon souhait, eh bien voilà, c'était de partager un bout de ce chemin vers cette liberté que j'ai cherché, au prix de certains sacrifices, mais franchement, ça en valait la peine, car aujourd'hui, je n'ai pas trouvé plus beau que d'offrir mon chemin de paix et d'amour que j'ai en moi. Et je pense qu'on a tous cette petite voix dont parlait Sophie, qui sait nous guider. Si on apprend à l'écouter, et tout à l'heure je parlais de la méditation, eh bien dans la méditation, ce n'est pas d'apprendre forcément une technique, encore une fois, parce que je ne suis pas pour les techniques. Je pense que les techniques sont là pour être dépassées, pour trouver sa propre technique, mais juste être dans le silence, voilà, sans utiliser ce mot méditation qui peut faire peur. Eh bien, on va apprendre à s'écouter. Et voilà, et en s'écoutant, on trouve les solutions, un jour ou l'autre. Elles arrivent. Merci Estelle, merci. Sophie, une réaction ? Après ça, c'est pas... On a entendu les mots résonance. Oui, je t'ai vu réagir. Oui. En fait, oser le silence, oser ne pas savoir ce qui se passe après, être vulnérable, oser se dire que ce qui était vrai il y a un moment et qui a bien fonctionné en plus, a bien fonctionné à un moment de sa vie, à un autre moment ne fonctionne pas, et peut-être sortir des définitions en fait. Moi je trouve qu'à chaque fois qu'on met une étiquette quelque part, on en a besoin pour nous exprimer, on a besoin de qualifier, mais plus ça va, plus
quand je pense que l'étiquette rétrécit le champ, je me dis sortir des structures et des définitions, essayer de ne pas s'identifier à quelque chose qui est, par exemple, même une femme, un homme, on sait qu'on a une part masculine, une part féminine. Écoutez juste la vie qui coule, quoi. Écoutez juste. Alors ça paraît compliqué, mais pourtant, regardez les enfants, ils savent tout ça. On est avec ça. Donc, bon. Alors oui, souvent, il y a un événement initiatique. Estelle parlait de chaman. Moi aussi, j'ai rencontré un chaman qui m'a fait lâcher les cuirasses. Il y a des tas de thérapies qui permettent éventuellement d'aider. Mais à un moment, c'est vrai que c'est tous les jours. Tous les jours, moi, je me couche, je fais ma douche du cœur. On prend sa douche de la peau, mais on ne prend pas sa douche du cœur. Mais moi, je me fais une douche du cœur. Voilà. Et la douche du cœur, ça passe par un petit rituel. Hein. Je me suis inventée avec une petite musique douce. Tu t'es créé ce qui, toi, te faisait du bien. Oui, alors j'ai pris des petits bouts de trucs que des gens m'ont appris. Mais maintenant, c'est vraiment bien parce que, voilà, il y a la journée, tout ce qui s'est passé, qui s'en va, et le lendemain, un petit rituel du matin aussi qui ne dure pas très longtemps, mais voilà, c'est une nouvelle journée, un peu comme un enfant, pouf, il s'est cassé la gueule, il a passé une journée qui n'est pas très agréable à l'école, il recommence la journée d'après, c'est reparti mon kiki, quoi. C'est pas... Donc en fait, voilà, sortir de ce carcan que crée l'expérience désagréable, les définitions, et juste oser se dire que voilà, on recommence une journée, 2 journées, 3 journées, et on essaye d'ouvrir. Donc pour moi, l'ouverture, c'est vraiment pas juste un concept, hein. C'est vraiment un truc qu'on ressent. On sent quand on est tendu, on sent quand il n'y a pas de place. Donc ça aussi, il y a des techniques, la méditation bien sûr, il y en a d'autres, mais sentir que c'est ouvert, sortir que c'est ouvert, et du coup, oui, alors on appelle ça synchronicité, on appelle ça ce qu'on veut, voilà. Donc moi, c'est ça qui m'anime maintenant, c'est aider les personnes à trouver qui elles sont réellement, au-delà des définitions qui les ont portées aussi, hein, toute leur vie. Au-delà des mots, en fait. Au-delà des mots. Qui nous collent à la peau après. Qui, du coup, créent une réalité. Et derrière, il faut prendre une bonne douche pour les enlever. Oui, voilà. On parlait hier dans la table ronde sur la créativité, et notamment, effectivement, de partir de soi, et donc pour ça, de ses ressentis. Ouais. Et d'être connecté à ce que l'on ressent, parce que c'est ce qui nous donne les indices de ce dont on a besoin. Exactement. Ou envie. Avant de peut-être demander s'il y a une ou deux questions, je voulais vous demander, parce que l'enjeu de cette table ronde, quand même avec finalement faire voler en éclats tout ce qui nous parasite depuis le début, de par une éducation, de par une culture, c'est réussir son changement de vie professionnel, son évolution de carrière, sa transition professionnelle. Pour vous, c'est quoi? Parce que c'est fort ces mots, ça veut dire quoi, réussir son changement de vie professionnel? Pour vous, comment ça résonne ça? Qu'est-ce que vous direz transmettre comme message par rapport à ça? Ces changements, j'ai envie de dire, ces changements de vie professionnelle, parce qu'il y a des moments voilà, qui ne sont pas les mêmes selon les étapes de la vie. Et pour moi, c'est juste, à un moment, s'autoriser à faire l'activité qui résonne réellement et que cette activité ait un vrai sens profond pour soi et se donner les moyens. Il ne s'agit pas juste d'être en contemplation. Et du coup, ensuite, agir, mais toujours avec cette espèce de baromètre intérieur qui vous dit « ouais, ça va ». Et c'est ça, c'est pas réussir par rapport à un plan déterminé. C'est capter tout ça. Et à un moment, on se rend compte que ça se réunit finalement, qu'il n'y a pas de hasard, que ce qu'on a fait avant se retrouve à un moment. Et donc, c'est sortir, là encore, des carrières, des projections de soi, oser être vulnérable à ce qui se passe. Oui, oser prendre ce qui nous fait du bien. Oui, et puis s'amuser, et pas trouver que tout ça, c'est tellement lourd et sérieux. Oser s'amuser, oser se dire, mais finalement, est-ce que c'est bien grave tout ça? Imaginons même que je me plante. Ok, bon. Et après, quoi? On attache beaucoup d'importance et de poids à cette carrière professionnelle, aux mots. C'est finalement, à l'échelle d'une vie. Voilà. Donc peut-être être l'observatrice, rigoler un peu de ça, quoi, de se dire, mais allô, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu prends ça comme si c'était... voilà, c'est quelquefois juste un mécanisme qui nous entraîne
Alors que quand on regarde vraiment avec humilité et qu'on se regarde comme si on était sa meilleure amie, on dirait mais hey, ça va, Relâche. relax. On n'est pas sa meilleure amie, souvent. Mais il faut apprendre à faire équipe avec soi-même. Ouais. Estelle, pour toi, ces mots-là, réussir son changement de vie professionnelle, sa reconversion? Alors, réussir sa reconversion, oui, ça rejoint Sophie, c'est-à-dire que se donner les moyens, d'abord s'écouter. Voilà, ça, pour moi, c'est un peu la base. C'est-à-dire, quand je vous disais, moi, la méditation, c'est le silence, quoi. C'est d'être seul avec soi. Et c'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'ai fait. Hein, je vous partage ce que moi, j'ai fait. Je me suis mise à l'écoute de ce que je ressentais et pas ce que je pensais. Ensuite, j'ai écrit. Bon, ça, c'était ma manière, mais on peut faire n'importe quelle chose qui puisse nous donner. Ça peut être un coaching, ça peut être de l'artistique. Il faut trouver ce qui est juste pour soi, il me semble. Et ensuite, il faut accepter qu'on n'a pas toutes les réponses. Alors ça, je vais vous dire, bon, moi, je ne peux pas dissocier la rationalité avec la spiritualité. Parce que pour moi, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience dans la matière. Bon, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop long. Mais nous sommes des êtres spirituels, profondément spirituels. Et d'ailleurs, je pense que le grand vide qui nous habite en permanence et qu'on cherche à combler dans une société de consommation, c'est l'oubli de cette spiritualité intérieure, au-delà de la religion. Spiritualité étant juste la pratique de l'écoute intérieure. C'est ça pour moi la spiritualité. Ce n'est pas religieux. Et donc, quand on est en connexion avec cette part de nous qui sait, quelque part, elle sait. On a beau écouter tout le monde. Là, vous êtes là en train d'écouter. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle va me donner comme conseil, comme solution? Moi, j'ai juste envie de vous dire, je n'ai pas la solution. Parce que vous l'avez, par contre. Comme moi, je l'ai cherché, mais à un moment, on a beau me dire, ah, ça, c'est bien pour toi, ça, c'est bien. Ouais, ok, j'écoute. Et à nouveau, avant, j'écoutais et je donnais l'aval à l'extérieur. Ah, c'est le chef, il sait. Ah, c'est elle, il sait. Ah, elle a réussi, il sait. Non. Pour eux, oui. Mais pour moi, non. C'est, ok, alors, j'ai entendu, tac, maintenant, je fais. Est-ce que ça résonne? Ah ouais, ça résonne. Et ça rejoint ce que disait Sophie, quoi, vraiment. Le résonner, c'est-à-dire vibrer, ressentir de la joie, l'envie, ça ne demande plus des efforts. Je pense que l'effort, quand c'est effort, ne voulant pas dire ne rien faire, hein. Enfin, ne plus avoir d'effort, ça ne veut pas dire ne rien faire, ça veut dire que ça ne doit pas être la lutte, le combat, c'est ce qu'on nous a appris, ça. Non, ça doit être quelque chose qui nous donne envie de nous réveiller le matin. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, avant j'étais souvent fatiguée. Quand je suis vraiment en lien centré, c'est comme ça que je dis, centré, c'est-à-dire à l'écoute de ça, de cœur, mais comme par hasard, je suis beaucoup moins fatiguée. Je me réveille sans problème. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment des petits indices qui me disent, ah, là, tu es sur ta propre voie. Et puis, alors bon, par rapport à cette voie spirituelle, moi, je pense qu'on a été formaté. Enfin, moi, j'ai été formatée à penser que je m'en sentirais seule. Vous vous rappelez, au début, j'ai dit ça. Et en fait, tant que je n'ai pas appris à demander, oui, j'étais seule. Au début, j'ai commencé à demander à l'extérieur, parce que chacun de nous sommes des petites lumières, des petites lumières les unes pour les autres, les uns pour les autres. Donc j'ai commencé à apprendre à demander. Et après, j'ai me demandé à quelque chose qui me dépasse. Et c'est depuis que je demande à quelque chose qui me dépasse et aux gens qui m'entourent que j'ai vraiment trouvé mes propres solutions. Donc je pense qu'il ne faut pas omettre ça, d'être dans la demande et après, de prendre le temps qu'il faut pour entendre la réponse. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voudrais juste déjà vous remercier pour ce partage, de nous rassembler ici dans cette salle. Merci pour votre lumière. Pour illustrer tous vos propos, est-ce que l'une et l'autre, voire même Sandrine, vous pouvez, là, à l'instant T, dans le présent, aller vous connecter à votre petite lumière intérieure et de nous partager, par un mot, par un geste, ce que vous ressentez après une merveilleuse conférence. Enfin, moi, j'ai plus besoin de me concentrer longtemps, hein, parce que ça vibre dès que je suis rentrée ici. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi. Alors, travailler, c'est-à-dire d'être dans cette
conscience. Donc, on m'avait dit, quand j'ai commencé le chemin, tu verras, de plus en plus, tu n'auras plus besoin de te mettre des heures en méditation pour entendre, puisque c'est ce qu'on appelle la pratique, en fait. Donc, aujourd'hui, je me connecte, en fait, à ce qui m'entoure. Et quand je suis devant vous, dans une salle, je vous dis merci. J'ai envie de pleurer parce que vous m'offrez la possibilité d'être pleinement qui je suis. Et surtout, le plus grand cadeau que je me suis fait, c'est d'être authentique. Et j'espère que c'est ça que je vous donne. Et je vous dis merci d'avoir écouté et votre attention et votre écoute. C'est extrêmement important, ce qu'on appelle la bienveillance. Voilà, merci beaucoup. Moi, ce que tu me dis là, je sais pas, ça me donne pas tellement envie de parler, en fait. Ça me donne plutôt envie de me connecter vraiment à mon cœur, en fait. Et je suis très, très heureuse de vivre ce moment. Pour moi, c'est pas une grande habitude. J'ai pas l'habitude de parler de moi, hein. Donc, je suis heureuse que ce partage ait pu avoir lieu. Merci Sandrine. Et puis que ça puisse inspirer certains. Et j'ai juste envie de vous dire, mais écoutez votre cœur, connectez-vous, mettez-vous la main sur le cœur, là peut-être tout de suite, toutes, et regardez, ça bat, regardez, la vie est là, ça pulse, on est toutes connectées. Et juste là, prenez 2 minutes, écoutez cette vie, voilà, qui bat en vous, les rythmes. C'est juste magique. Quand vous vous réveillez le matin, vous ne vous posez pas la question, est-ce que mon cœur va battre ? On a pris l'habitude. Et pourtant, c'est ça la vraie merveille. C'est ça. Et quand on arrive à se connecter à cette merveille qu'on est, à ce divin, ça change la perspective. C'est tout. Merci. J'ai une question. Et pour te répondre, moi, le mot qui m'est venu lorsque tu as posé la question, c'est le mot beauté. C'est très beau ici. Très beau le moment, très beau tout le monde réuni. C'est la beauté qui est là. Merci pour ta question. Bonjour, j'ai peut-être raté le début, donc peut-être qu'il y avait des réponses à ma question, mais voilà, moi je pense que je suis en cheminement. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai fait, mais il me reste un petit parcours. Et pour avancer, j'ai besoin de savoir comment, quand on est sûr, nous, d'être connecté avec ce qu'on veut faire, de notre choix, il est bon, on a fait l'effort de prendre les risques, de passer ses peurs, etc. Comment on convainc les autres et comment les autres rentrent en résonance pour nous donner la place ? Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, j'en suis là, je n'ai pas la place. Et voilà, est-ce que ça vous est arrivé ? Et donc, il y a la question de la demande.